oser défier le passage du Nord-Ouest, une route maritime navigable un mois par an entre le pôle Nord et l'Alaska. Parmi ces navigateurs courageux, il y en a un qui est sur ce plateau, Luc Dupont, bonsoir. Bonsoir Thibault. Alors vous êtes grenoblois, vous avez passé cet été dans ces eaux très dangereuses, très techniques. On y reviendra dans la deuxième partie de ce journal. Pour les navigateurs, le passage du Nord-Ouest, c'est un peu comme le Mont Blanc pour les montagnards. Un défi que vient de réussir le grenoblois Luc Dupont avec moi sur ce plateau. Alors Luc, vous avez mis 3 ans, je crois, avec votre voilier de 10 mètres pour parcourir ce passage qui relie le nord de l'océan Atlantique au nord de l'océan Pacifique. Pourquoi ça a été si long ? Parce que je prends le temps et puis j'aime bien aussi visiter ce qui se passe en cours de route, donc la remontée du Groenland et puis l'entrée du passage. Le passage en lui-même en 2 saisons, plus une saison avant au Groenland. Alors, la particularité de ce passage, on va le voir sur cette carte, c'est qu'il n'est navigable en gros qu'un mois par an. 2 mois on va dire, 2 mois. Alors de l'Islande, là ça c'est ouvert toute l'année, et puis la remontée sur le Groenland, quand on arrive là vous voyez la trace en rouge, à ce moment-là, là il y a seulement 2 mois d'ouverture dans la saison. Sinon c'est la banquise qui recouvre tout c'est tout ce territoire. Il y a 2 mètres, 3 mètres de glace. Ouais. Ça représente combien de kilomètres ce passage jusqu'à 6 000, 7 000 kilomètres. Alors voilà, fin du périple, on est sur le long des côtes de l'Alaska jusqu'au détroit de Bering qui permet de basculer dans le Pacifique. Voilà, le détroit de Bering c'est la sortie et on rentre de plein pied dans l'océan Pacifique. Alors c'est une région qu'on a du mal à visualiser parce que sur un globe terrestre elle est tout en haut. Ouais, c'est tout en haut, faut regarder le globe par en haut. Ouais. Alors vous avez fait trois étapes au cours de ces 3 années. Vous laissiez le bateau sur place à chaque fois ? Je laisse le bateau sur place là où il est, donc une année au Groenland, l'hiver d'après en plein milieu à Cambridge Bay, posé sur la plage sur un tas de sable, et puis cette année à Nome en Alaska, dans le nord de l'Alaska. Alors la dernière étape, vous l'avez faite pendant le mois d'août. On vous voit là en mer. Le bateau, je crois, s'appelle Roxane ? Ouais, Roxane, ouais. Pourquoi ? C'est en hommage au groupe Police, non ? C'est le 2e prénom de ma fille. Ah, voilà. Alors, c'est une navigation compliquée et dangereuse sur ce secteur. Ouais, le problème, c'est la banquise fond, mais il reste quand même, sur la route, il reste quand même des petits morceaux de glace. Alors, les gros icebergs, on les voit de loin, ça se passe bien. Moins de chance de rentrer dedans. Par contre, les tout petits, ça c'est dangereux. Ouais. Et puis, vous êtes seul sur le bateau, on vous voit au four et au moulin. Ouais, tout, ouais, faut faire la cuisine, faut faire la vaisselle, monter les voiles, faire la mécanique, aller dormir, aller faire pipi, il faut tout faire. Ouais. Alors j'ai vu que vous passiez plusieurs journées de suite à la barre sans dormir, jusqu'à 80 heures. Ouais, ça paraît incroyable. Ouais, alors en solitaire, il faut un bon pilote automatique. Et la particularité de ce passage, c'est qu'on navigue très près du pôle nord magnétique et les compas ne marchent plus. Donc le pilote part en live et là il n'y a pas rien qui marche. Donc il faut être à la barre systématiquement. Voilà, à la barre, 16 à 18 heures par jour pendant quelques semaines. Ouais. D'autant qu'on voit sur ces images qu'il y a quand même quelques embûches. Ouais, un petit peu de banquise, là, donc la banquise ne fond jamais complètement, il en reste ponctuellement, assez dur à voir de loin. Ouais. Il fait froid dans ce secteur ? L'été, on va dire entre 0 et plus 5. 10, c'est une très belle journée, ouais, mais c'est assez rare. Ouais. Le bateau, est-ce qu'il a quelque chose de particulier ? C'est un petit format ? C'est un petit format et qui n'a rien de particularité. Donc il n'y a rien de particulier, c'est un bateau de série en polyester assez basique. Ah, alors, ça paraît tout simple comme ça, mais vous êtes quand même peu nombreux, une quinzaine par an, à oser vous engager dans ce secteur avec un voilier. Ouais, une quinzaine. Donc là, le dernier français, c'était Philippe Poupon en 2009. Ouais. Grand nom de la voile. Ouais, grand nom. Donc depuis, il n'y a pas eu de français. Là, j'étais le premier cette année. Et puis finalement, on s'est retrouvé 3 français cette année. Là, on vous voit, c'est votre bateau avec les montagnes de glace. Ouais, alors c'est le Groenland. Là. Le Groenland, il y a des gros icebergs. Là. Ça monte jusqu'à 80 mètres, 100 mètres. Ouais. Donc ceux-là, on a moins de chances de les rater en fait. Oui, c'est dedans. C'est sûr. C'est les petits qui peuvent être. Oui, c'est le petit parce qu'on ne voit pas de loin. Il suffit qu'il y ait un petit peu de brume. Mais bon, c'est le problème. Ouais. Alors, c'est
une région peu peuplée en hommes, mais paradoxalement, il y a une faune assez importante. Et vous avez même eu la chance de croiser sur votre route, on les voit, ça ce sont vos images, hein, des ours polaires. Ouais, les ours, pas mal d'ours, des baleines. Alors là, ils sont pas loin, Non, alors là, je suis avec ma petite annexe, à un petit Zodiac, quoi, avec un tout petit moteur. Et vous êtes à quelques mètres. Ouais, une petite dizaine de mètres, ouais. Ils sont pas agressifs, non? J'ai mis de la distance, ils courent très vite, ils nagent très vite, mais pas aussi vite que mon annexe, donc j'ai mis une certaine distance, et en fait on s'est très bien respecté. Ouais. Alors, j'ai pas approché plus. Hein. Oui, je vous comprends. Bon, ils sont accueillants comme ça, hein, en photo, il y a les grenouilles. Ils sont tout gentils, bon, c'est des killers, hein, il faut se méfier. Hein. J'imagine. Il n'y a pas que des ours polaires, il y a une faune assez variée. Hein, sur il y a des bœufs musqués aussi, là, qui sont assez typiques de ces régions, et des faucons aussi. Au printemps, à Cambridge Bay, en attendant que la banquise dégèle, j'ai eu quelques semaines de libre. Donc je suis allé voir un petit peu les faucons, les nids de faucons, les oies arctiques. Là. Et vous parliez des baleines, c'est un secteur aussi qu'elles fréquentent cette Ouais, il y a beaucoup de baleines aussi, ouais. beaucoup de baleines. Ouais. La chasse à la baleine. Se pratique toujours. Ouais, se pratique. Artisanale et très très limitée, ouais. Des renards aussi, pas mal de faune, ouais, c'est sympa. Et la population dans ces régions vient un peu couper du monde, ou ils sont quand même en prise avec la société moderne? C'est un mix des deux, parce que d'un côté ils sont coupés et bon, ils sont quand même reliés, il y a des aéroports dans tous les petits villages, au moins un héliport, et donc ils sont quand même reliés. Puis alors bon, maintenant ils ont la télé américaine avec toutes les séries américaines, et bon, ils ont de la bière, ils ont tout, quoi. Donc ils ont internet aussi, il y a tout, c'est pas complètement coupé, non. Alors, ce défi, vous l'avez fait pour vous, il n'y avait pas d'objet scientifique, ni pour aller explorer la faune ou la flore dans le cadre d'une mission, c'était un défi personnel? Non, pas de mission scientifique, ouais, c'est un défi personnel, ouais. Pas de passer là-haut, on a le choix, pour aller en haut dans le Pacifique, on a le choix entre le Cap Horn. Donc ça, j'ai fait ça il y a quelques années, ou alors passer au nord. Donc là, j'ai tenté le coup sur le nord. Ouais. Vous avez déjà fait l'équivalent de 4 tours du monde, c'est ça, en cumulant tout cumulé, ouais, ça fait 4 tours. Vos heures et vos miles sur un bateau? Ouais, 4 tours, ça fait une trentaine d'années que je suis sur la route. Tous les étés, 6 mois. Avec ce petit bateau, vous en avez eu d'autres, j'imagine? J'en ai eu d'autres, mais toujours un petit peu dans ce style-là. Ouais, j'aime bien les petites organisations. Ouais. J'aime pas trop quand il y a trop de monde, avec des trop gros budgets. J'aime bien rester un peu tout seul dans mon coin. Ouais. Alors la sortie de ce passage, donc ça se fait au niveau du détroit de Bering. D'un côté on a l'Amérique, hein, l'Alaska, de l'autre côté la Russie. Et quand il y a pas, quand la glace est là, on peut donc circuler à pied d'un continent à l'autre? Alors tout à fait, à pied. D'ailleurs les Inuits, il y a 20 000 ans, sont arrivés comme ça. Ils sont arrivés d'Asie et ils ont traversé le détroit de Bering à pied. Et puis maintenant, il y a carrément des routes de glace, donc on peut y rouler avec les camions, avec les voitures. Ils arrivent à faire la traversée, ils tracent des routes sur la banquise. Ça, c'est assez commun pour relier les petits villages. Alors vous avez laissé le bateau à Nome, donc à la sortie du détroit de Bering, juste sous l'Alaska. Ouais, juste sous l'Alaska, enfin sous le détroit de l'Alaska, ouais, de Bering. Alors il paraît que cet endroit, c'est devenu un peu l'Eldorado des chercheurs d'or. Hein. Ouais, c'est terrible. Là, ça... On les voit à l'œuvre là. ouais, c'est terrible. C'est comme à la fin du 19e à San Francisco, c'est la ruée vers l'or. Ça fait une douzaine d'années, ils ont trouvé de l'or, et puis tout le monde se précipite là-bas avec des petits moyens. Et ça reste artisanal quand même là pour l'instant. Ça reste artisanal, ouais, complètement, mais ils en trouvent quand même. Ouais. Pas tous, mais bon, voilà. Ah ben la preuve. Bah voilà, la gamelle est pleine d'or. Bon, vous n'avez pas filé une pépite pour votre passage? Si, j'en ai trouvé une petite. Ouais. Ah, c'est vous qui l'avez trouvée? Bah, j'en ai trouvé une, et puis j'en ai une autre, j'ai troqué dans un saloon contre quelques bières. Ouais. D'accord. Bon, c'est une bonne monnaie d'échange. Ah bah, là-bas, dans les saloons, les pubs, ouais, on passe, j'ai vu avec des petites poussières d'or, et puis on paye la bière comme ça, ouais, ils font ça. Ouais. Très bien, alors vous êtes revenu ici, c'est pas pour autant que vous allez quitter le froid, puisque vous passez tous vos hivers dans la plus haute station d'Europe, hein. Vous êtes moniteur de ski en parallèle à Val Thorens. Et voilà, retour à Val Thorens dans quelques semaines, et puis j'attaque pour 5 mois de ski là-haut. Et il y a d'autres projets après, le côté maritime pour les prochains étés? Alors je laisse le bateau là-bas, donc en fait je suis obligé d'y retourner malheureusement, et donc la route continue. Donc à un moment donné, je pensais la Russie, mais bon, c'est compliqué, les administrations, l'administratif est un peu compliqué.
Donc la descente des îles Aléoutiennes, et puis j'ai toute l'Alaska à découvrir. Eh bien, encore pas mal d'aventures à vivre. Il y a un site internet, hein, on peut retrouver vos aventures, votre périple, les photos, toutes les infos. Il s'affiche là, les navigations de lucos.com. Voilà. Lucos, c'est votre surnom dans le milieu de la... Je ne sais pas si c'est dans le milieu de la navigation ou du ski. Ouais, les deux. Les deux. Ouais. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Télégraphe nous parler de ce secteur assez particulier, de cette aventure que vous êtes, je le rappelle, une quinzaine seulement dans le monde à vivre chaque été. Merci. Sur scène depuis 45 ans, Deep Purple a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde et a amplement contribué à l'explosion du hard rock. Alors, avis à tous les nostalgiques du groupe britannique, ils seront en concert demain soir sur la scène du Palais des Sports de Grenoble pour certainement l'un de leurs derniers lives. Vous y serez au concert? Ah oui, je veux bien vivre. Ouais. Vous êtes fan de Deep Purple? Voilà, je ne sais pas s'il reste des places, mais en tout cas, c'est demain soir au Palais des Sports.